Nous l'avons constaté au cours des dernières années avec les Gilets jaunes qui ont fait reculer une fiscalité environnementale pourtant soutenue par une grande majorité de parlementaires ou encore par les nombreuses oppositions locales à des projets d'installation d'énergie renouvelable. L'acceptabilité des décisions est au cœur de cet enjeu. Seule une importante concertation démocratique, éclairée et transparente, peut permettre d'instaurer des solutions ambitieuses pour faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences concrètes. Établir une telle concertation permettra également de prendre en compte des spécificités de chaque territoire. Les différences territoriales, qu'elles soient météorologiques ou démographiques, doivent être prises en compte dans une logique de juste répartition des efforts entre les territoires. L'aboutissement de ce texte était donc particulièrement attendu par nos concitoyens, par de nombreuses associations, ça a été dit à différentes reprises, et acteurs du secteur animalier. Cette attente s'est concrétisée par plusieurs dispositions ambitieuses qui ont été confirmées lors de la commission mixte paritaire. La création d'un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un animal de compagnie, l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie aux mineurs sans le consentement de leurs parents, la suppression de la vente des chats et des chiens en animalerie ou encore l'encadrement de la vente en ligne des animaux par l'instauration d'un label. Toutefois, mes chers collègues, n'oublions pas que cette proposition de loi ignore volontairement certains sujets sensibles du bien-être animal. L'élevage aurait certainement mérité d'être abordé dans ce texte de loi avec un regard objectif sur les conditions de travail de nos éleveurs et une volonté d'améliorer le bien-être animal. Malgré cela, lors des débats dans cet hémicycle, nous avons su représenter et défendre les collectivités territoriales pour qu'elles puissent continuer d'assurer leur part pour lutter contre la maltraitance animale sans que des efforts financiers incohérents ne leur soient demandés. Je pense notamment, ça a été souligné aussi à l'article 4, où nous avons obtenu la suppression de l'obligation de stérilisation des chats errants à la seule responsabilité des maires et aux frais des communes. L'autre face du problème, c'est le financement manquant de l'ONF. Les communes sont confrontées à un véritable effet ciseau, moins d'agents de l'ONF sur le terrain, donc moins de services rendus et plus de coûts à venir pour établir la viabilité de l'ONF et pour adapter nos forêts au changement climatique. Cette solution n'est donc pas tenable. L'ONF devrait envoyer davantage, à notre avis, de personnes sur le terrain. Malheureusement, les problématiques de l'après-mine ont uniquement été abordées à travers des ordonnances dans cette loi. Et cette absence de concertation sur un sujet aussi important pour de nombreux territoires est inquiétante. L'obsolescence du code minier, tout le monde s'accorde pour le dire, mène à des problématiques très concrètes localement. Dans mon département, le département de la Loire, la gestion de l'après-mine d'un site d'exploitation d'uranium, j'en parle à chaque fois, à Saint-Priest-la-Prugne, est particulièrement difficile car il n'y a pas de cadre législatif et réglementaire précis pour les anciens sites d'extraction d'uranium. Moi, je viens du département de la Loire, un département qui a un très fort passé minier. C'est un petit peu mon dada à ce sujet-là. Et je suis particulièrement attaché à l'après-mine. Et il y a une mine que vous devez connaître, puis c'est Orano qui l'a gérée. C'est une mine d'uranium sur le site de Saint-Priest-la-Prugne. Et je souhaiterais avoir votre analyse sur l'adéquation, justement, entre ce code minier, mais Daniel en a parlé, qui est malheureusement obsolète en grande partie, et les enjeux que peuvent représenter l'approvisionnement en matières premières minérales. Vous avez très certainement dû entendre parler du site des Bois Noirs dans le département de la Loire, où 1,3 million de tonnes de déchets radioactifs sont entreposés en dépit des règles de stockage en vigueur sous une nappe d'eau de 20 hectares. Cette situation d'après-mine et de gestion des déchets dure depuis plus de 40 ans. Et j'ai eu l'occasion d'interroger vos prédécesseurs. Depuis que je suis parlementaire, j'ai dû poser la question à tous les ministres concernés, à de multiples reprises à ce sujet, et de rencontrer... C'était là en 74 aussi, Jean-Claude. Et de rencontrer le cabinet de Barbara Pompili au mois de mars dernier. Plusieurs mois après, nous n'avons aucun retour, malgré les engagements pris lors de cette rencontre. Ainsi, donc, Madame la Ministre, pouvez-vous me faire part de votre position sur cette problématique locale ? Je vais quand même aborder un sujet particulier, c'est l'agriculture et l'importance qu'elle a en tant que secteur émetteur de gaz à effet de serre. Mais aussi, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment les agriculteurs, les éleveurs, d'aujourd'hui et de demain ont cette responsabilité d'agir et pour ne pas être que des acteurs du dérèglement climatique et surtout ne plus être les principales victimes.